Alors, moi je suis ingénieur réseau télécom de formation et ça fait 20 ans que je fais du management de la qualité. Plus exactement, je m'occupe de management des processus, d'ingénierie des processus. Je suis expert en ingénierie des processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'audite les systèmes, les organisations, les entreprises. Et au sein de l'entreprise, j'essaie de modéliser le fonctionnement des différentes activités. Ça permet de comprendre ce qui s'y fait, ça permet d'avoir une vision claire de tous les rouages de cette entreprise, une vision globale, bout en bout. Ça permet à chacun des acteurs d'identifier là où il se situe, d'identifier ce qui est en amont, d'identifier ce qui est en aval, de mieux comprendre à quoi il contribue et normalement de mieux optimiser le fonctionnement de l'entreprise, de mieux pouvoir outiller ses processus. Voilà, donc ça nécessite aussi d'aider les gens, d'accompagner les gens au changement, parce que quand on identifie les processus, on identifie aussi des dysfonctionnements, on voit les interfaces, on voit qui contribue à qui et à quoi, on voit là où il y a des trous dans la raquette, là où il y a des manques, là où il y a des choses à améliorer, là où il y a des doublons. Donc il faut apprendre aux gens, il faut essayer d'optimiser le fonctionnement, ensuite il faut apprendre aux gens à changer leur manière de faire pour travailler mieux, parfois travailler moins, et le plus souvent travailler moins, parce qu'on fait pas ça pour générer plus d'activité, on fait ça pour optimiser l'activité. Voilà, donc j'ai l'habitude d'accompagner les gens dans la compréhension des écosystèmes technologiques complexes, et j'ai l'habitude de les accompagner aussi dans le changement, j'ai l'habitude de les accompagner dans l'appropriation des outils dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités au quotidien. Voilà. Alors, pourquoi j'en suis venu à m'intéresser à l'humain et à l'écosystème de l'humain? C'est avant tout une démarche personnelle, parce que c'est toujours une démarche personnelle, c'est toujours, voilà, on en reparlera, c'est toujours une crise finalement, et qui à un moment donné vient te dire attends, il y a quelque chose qui déconne là, je fonctionne pas bien, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose que j'arrive pas à gérer, que j'arrive plus à gérer, et voilà. Et donc moi, si je me souviens bien, tout m'est venu après un énième rendez-vous avec Matoubib à l'époque, parce que je vivais quelque chose vraiment de très compliqué familialement. Et elle me disait, mais j'y étais fourré tous les 8 jours, et elle me disait, mais ça c'est de la somatisation. Et je me souviens très bien où j'étais ce jour-là, en sortant de son cabinet, je me suis dit, putain, mais somatisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, dans le logiciel, là-haut, à un moment donné, qui active des processus, au niveau justement du soma, au niveau du corps. Mais je me dis, si ça existe dans un sens, ça doit bien exister dans l'autre sens. Ça doit bien arriver à faire fonctionner le bousin d'une autre manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. J'ai fait des séances d'hypnose parce que immédiatement, c'était le côté déprogrammation, de fonctionnement phobique, etc. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à voir de ce côté-là. Et puis ensuite, je suis allé, j'ai enchaîné. Alors j'étais dans l'hypnose et j'ai enchaîné avec la kinésiothérapie. Voilà. Bon, faut vous dire que j'avais commencé quelques mois auparavant une psychothérapie aussi, et que je suis tombé sur un psychiatre absolument génial, qui est un type qui est ouvert absolument à tout, aussi bien aux visions spirituelles qu'aux visions alternatives, aux visions de médecine alternative, hein, sinon alternative, en tout cas complémentaire, donc la pratique de l'hypnose, la pratique de la kinésio ou quoi que ce soit, il était tout à fait ouvert à ça. Et donc voilà, donc je suis parti dans un cheminement personnel qui m'a emmené dans la découverte de différentes thérapies et de la même manière du développement personnel pendant plusieurs années, et puis du développement personnel, voilà, j'ai repris aussi des cours de philo, de la philosophie, je suis arrivé à la métaphysique, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais après tout, c'est peut-être le naturel, en tout cas la déformation professionnelle
à ce moment-là intervenu en disant, mais si j'arrive à modéliser les systèmes complexes au niveau de tout ce qui est technologie de l'information, je dois bien arriver à modéliser le fonctionnement de l'humain, je dois bien arriver à comprendre comment tout ça fonctionne. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à cet écosystème humain, et puis voilà, puis j'ai mis le doigt dedans, et puis en même temps que je cheminais personnellement, j'essayais de modéliser un petit peu ce fonctionnement, tout comme je le fais pour les systèmes technologiques dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'est né Meos. Voilà, c'est comme ça qu'est né Meos, avec un leitmotiv qui était vraiment fort, c'était si j'arrive à développer une méthode qui fonctionne, eh bien je la partagerai, mais je la partagerai quand j'aurai vraiment la certitude que tout ce que je vais partager fonctionne. Donc j'ai d'abord testé sur moi, Meos, je l'ai d'abord fait pour moi, pour avoir ensuite l'ambition de le partager si ça fonctionnait. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est venu, c'est un peu comme ça que s'est faite la démarche, c'est un peu comme ça que s'est développée la méthode et qu'elle s'est affinée au fil des mois, au fil des années. Parce que c'est une démarche, alors dans mon premier livre, je disais c'est une démarche qui a duré 7 ans, mais en réalité c'est une démarche qui a duré une dizaine d'années et qui continue toujours. D'ailleurs, si je m'écoutais, j'écrirais un bouquin tous les 6 mois. Voilà. Donc voilà un petit peu le parcours, voilà un petit peu les leitmotivs, mais c'était vraiment au départ une préoccupation personnelle, l'envie de partager et la déformation professionnelle ont fait que j'en suis arrivé à construire une méthode et à écrire 2 bouquins finalement. Alors le premier bouquin, c'était plus un bouquin pour jeter les bases un petit peu de la méthodologie. Et puis ce bouquin-là, la métaphysique du changement, c'est vraiment le bouquin de la maturité, le bouquin de la maturité de la méthode, le bouquin de la maturité d'une démarche personnelle aussi, parce que voilà, je me suis dit à un moment donné, à la fin du premier bouquin, il y avait encore des choses qui étaient pas claires. J'étais certain d'avoir proposé la méthodo, mais parce qu'on n'est jamais, finalement, on n'arrive jamais au bout de son cheminement, on n'arrive jamais au bout de sa démarche, on ne guérit jamais de tout, hein, faut le savoir. Ceux qui vous disent le contraire sont des charlatans. On va vers un mieux-être progressif, hein, parce qu'on se comprend de mieux en mieux, donc forcément, on s'adapte de mieux en mieux, voilà. Mais à la fin du premier bouquin, je me suis rendu compte qu'avec les séminaires qui ont été faits, avec des échanges que j'ai pu avoir, des conférences, etc., je me suis dit, bon, quand même, il y a des choses à améliorer, et puis je voyais moi-même qu'il y avait pas mal de choses qui se décantaient, qu'il y avait pas mal de choses qui s'amélioraient aussi, de par ma compréhension d'éléments plus là au niveau métaphysique, et je me suis rendu compte combien la métaphysique, elle était finalement vachement importante, combien ça avait pu générer de déclics chez moi, c'est-à-dire que tous des concepts qui pouvaient m'apparaître très spirituels, du coup ça devenait juste des concepts logiques. Ça devenait des concepts logiques en termes de métaphysique, mais même, ça rejoignait même des concepts au niveau de la physique quantique, voilà. Donc je me suis dit, tout ça, je l'ai pas partagé suffisamment dans le premier bouquin, il faut vraiment que je fasse un second bouquin, et de là est née la métaphysique du changement, mais là j'ai mis un point d'honneur à dire, bon, cette fois, quand je vais sortir le bouquin, faut vraiment que je puisse, quand je vais intervenir dans une conférence, dire, bon voilà, j'avais un gros paquet de merde à gérer. Là, je peux dire que vraiment, j'ai tourné une page. J'ai, comme tout le monde, encore beaucoup de choses à gérer, mais le gros du truc, le gros qui m'a occupé peut-être 50 ans de ma vie, ce truc-là, j'en suis venu à bout. Alors, j'aime pas trop l'expression, moi, je l'ai apprivoisé. Voilà, je l'ai apprivoisé maintenant, et maintenant j'ai une vie qui a complètement changé dans la mesure où les tenants aboutissants, ce qui me fait me lever, ce qui me fait bouger, ce qui me fait aimer, c'est complètement différent de ce qui me faisait bouger, de ce qui me faisait aimer auparavant. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire, mon cheminement, le cheminement de Meos, et puis le cheminement de ce bouquin, La métaphysique du changement. Ce livre, finalement, c'était l'occasion pour moi d'asseoir la méthode, de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est 6 volets, hein, la démarche Meos, c'est d'une part l'aspect métaphysique, c'est-à-dire répondre à la question
d'où on vient, pourquoi on est là, comment, pourquoi, voilà, ça c'est des questions que tout le monde se pose depuis la nuit des temps, voilà. Ensuite, c'était de pouvoir expliquer l'écosystème dans lequel on fonctionne, dans lequel on évolue, celui qui façonne nos expériences de vie quotidienne. Ensuite, de pouvoir mieux expliquer ce qu'est la démarche d'éveil, ce qu'est notre évolution personnelle, comprendre après nos processus psycho-émotionnels, ce que sont nos perceptions, nos émotions, nos besoins, nos croyances, nos valeurs, nos critères, nos comportements compensateurs, etc. Expliquer ensuite quels sont les champs de la thérapie, quels sont tous les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition en complément de la méthodologie elle-même. Voilà. Donc j'avais besoin de réasseoir ou d'asseoir particulièrement ces 6 volets finalement qui peuvent dessiner les contours d'une démarche de travail personnel, de démarche sur soi. Voilà. Alors, en commençant par la métaphysique, qui est sans doute le morceau le plus ardu, que certains peuvent tout à fait zapper. D'ailleurs, même dans le bouquin, je considère que s'il y a des gens, ce serait dommage que des gens s'arrêtent au premier chapitre parce qu'ils estiment que c'est trop compliqué pour eux, alors que c'est pas du tout le cas. Tout est toujours simple en spiritualité, c'est ce qu'on dit. Même si je veux bien comprendre que selon la manière dont on aborde les choses, c'est pas toujours facilement appréhendable par tout le monde. Voilà. Donc la métaphysique, pourquoi ? Parce que la meilleure façon d'expliquer d'où on vient, c'est pas pour moi de dire que c'est Dieu qui nous a créés ou que c'est le Big Bang, parce que pour moi c'est des réponses insatisfaisantes. Dieu, mais qui a créé Dieu ? Le Big Bang, c'est pareil, la science ne nous éclaire pas sur ce qu'il y a avant le Big Bang. Voilà. Alors que la métaphysique, toutes les écoles de métaphysique, de Platon, René Guénon, même en passant par des gens plus aujourd'hui très influents au niveau des réseaux sociaux, vous avez Franck Hatem qui est un métaphysicien qui est vraiment sympa. Voilà. Donc tout le monde part du néant. On part de rien, et la meilleure manière d'expliquer pourquoi on est là, c'est de partir de rien, et pas de partir de quelque chose, parce que si on part de quelque chose, il faut d'abord expliquer qu'est-ce qu'il y avait avant cette chose-là. Voilà, qui a créé cette chose de laquelle on part pour nous expliquer pourquoi on est là. Donc, voilà, partir de rien pour expliquer ce que l'on est, c'est important, la métaphysique, elle y répond, la métaphysique, donc, par essence, la science des causes premières, la métaphysique, donc de la métaphysique découle une ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, et de cette science découlent des pratiques qui sont des pratiques spirituelles. La spiritualité, c'est ça, c'est la vie, c'est des pratiques au quotidien. Ça devient une religion quand on organise ces pratiques sur le champ social, voilà, avec des structures. Du coup, on comprend tout de suite les dérives, puisque dès qu'on dit structure, on dit structure humaine, structure de pouvoir, et donc structure égotique, forcément, voilà. Donc voilà la différence, c'est pour ça que je dis toujours que les religions, finalement, sont que du marketing sur de la spiritualité, voilà. Donc je voulais aborder cet aspect métaphysique, pourquoi ? Parce que cet aspect métaphysique permet de redéfinir ce que sont des concepts comme l'esprit, comme l'univers, comme la conscience, comme l'amour, etc., qui sont des concepts qu'on utilise beaucoup dans le champ de la spiritualité sans forcément comprendre d'où ça vient, ou sans forcément avoir tous le même sens derrière les mots. D'ailleurs, on les emploie parfois à tort et à travers, les uns à la place des autres. Parfois, on met des majuscules, vous savez, des majuscules à moi, le petit moi, le grand moi, conscience, petite conscience, grande conscience, l'amour avec un petit A ou avec un grand A, l'esprit avec un petit E ou avec un grand E. Voilà. Donc, en repartant sur la métaphysique, même si c'est un peu ardu, l'idée, c'était de repréciser un certain nombre de concepts pour dire voilà d'où on part. Bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Puis après, naturellement, l'écosystème est redéveloppé par rapport au premier livre. Dans la métaphysique du changement, l'écosystème, il est revu avec le prisme des concepts éclairés dans la première partie qui traite de la métaphysique. Donc voilà, donc du coup, ça devient une lecture beaucoup plus éclairée, selon moi, par ces concepts-là.
Ensuite, quelque chose qui est beaucoup plus développé dans la métaphysique du changement, c'est les mécanismes psycho-émotionnels. Hein, on part vraiment de nos perceptions qui, en fonction de nos croyances, définissent le niveau de satisfaction de nos besoins, ce qui est mis en exergue par les émotions que l'on ressent. Cela implique des croyances qui se forment forcément à l'aune de nos expériences. Et c'est ça, finalement, qui va finalement traduire nos décisions, nos comportements, y compris nos comportements compensatoires, qui vont alimenter un manque versus satisfaire nos besoins. Voilà. Donc tout ça, on l'explique finement. On explique ce que c'est que l'ego. Voilà. Alors l'ego, tout le monde en parle. Hein. L'ego, t'as trop d'ego, il faut arrêter, il faut tuer l'ego, etc. Alors on tord le cou à tout ça aussi. On explique vraiment ce que c'est que l'ego en tant que processus d'intensification de la conscience. Moi, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, vous lirez le bouquin. Et voilà, on explique véritablement tous les processus psycho-émotionnels, conscients et inconscients, qui sont à l'œuvre. Voilà. Et à partir de là, on a aussi là un développement dans ce livre-là aussi sur les thérapies pour voir comment l'utilisation des thérapies peuvent soutenir la méthodo et peuvent soutenir plus globalement la démarche d'éveil elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment un livre, une démarche globale. On a une vision globale. D'ailleurs, on met en exergue la dimension holistique du travail sur soi. De toute façon, il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'à un moment donné, il faut de la méthode, à un moment donné, il faut de la discipline. Sinon, on ne fait pas un travail sur soi efficace, sinon on ne fait pas un travail sur soi pérenne, sinon, comme je dis toujours, on va voir des thérapeutes, on va mettre des sparadraps sur des jambes de bois, et puis on est tous comme ça. Hein. Moi, je continue parfois à l'être, mais en conscience, voilà. Et je l'ai été beaucoup, et puis il y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question, et qui vivent pas forcément plus mal que les autres, d'ailleurs, voilà. Alors, le gros plus, je crois, de ce livre, c'est de mettre en exergue les éléments de complexité du changement. Puisque travailler sur soi, ça demande des efforts, et travailler sur soi, ça demande une certaine compréhension des systèmes qui sont à l'œuvre, et c'est pour ça que moi je suis vraiment très attaché, et c'est un petit peu le leitmotiv dans les 6 volets de la méthode MEOS, c'est toujours comprendre d'où on vient, comprendre notre écosystème, comprendre les processus psycho-émotionnels qui sont à l'œuvre, comprendre les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition. Voilà, il y a toujours cette notion de compréhension. Parce que l'homme, finalement, ne peut évoluer de manière efficace et pérenne que dès lors qu'il est dans une compréhension consciente des problématiques qui lui sont proposées, c'est-à-dire y compris les problématiques de vie qui se présentent à lui. À partir du moment où ça paraît un peu être du bœuf à bas, mais la majorité du temps, on réagit de manière mécanique, on réagit par rapport à des conditionnements, et on prend pas le temps d'essayer de comprendre pour résoudre nos problématiques. D'ailleurs, on nous a pas forcément appris à ça. Ça, c'est tout le travers de l'éducation, des générations, des différents... Moi, je me souviens, étant gamin, la phrase qui résonne encore très très fort, c'était « cherche pas à comprendre, fais ce qu'on te dit ». Voilà. Les boomers, ils ont élevé leurs mômes souvent dans ce schéma-là. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent la même chose. On a été élevés comme ça, voilà. Donc moi, justement, voilà, c'est tout à fait l'inverse. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice sur la compréhension à tous les étages, compréhension, que ce soit de la métaphysique, que ce soit l'écosystème, que ce soit le fonctionnement psycho-émotionnel, ou que ce soit les outils qui sont à notre disposition. Voilà. Sauf que, voilà, dès lors qu'on met le doigt dedans un petit peu, on se rend compte que le changement, c'est véritablement une complexité. Alors, j'aime pas trop le dire, je vais dire à la fois, d'ailleurs il y a une partie du bouquin qui s'appelle les facteurs de complexité du changement. Pour autant, la mécanique est assez simple finalement. Puisque, quelle est la problématique? Et là, c'est ce sur quoi j'insiste, et d'ailleurs j'insiste aussi dans les conférences et dans les séminaires sur ce point. Finalement, on n'est qu'un système énergétique. Alors, l'âme, d'ailleurs, on le voit dans la première partie. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est un phénomène énergétique. Et comme tout phénomène énergétique, il y a une phase de charge et une phase de décharge. Voilà. Et ça, c'est le but de nos vies. Voilà.
À partir du moment où on comprend ça, on se dit que finalement c'est très simple, on est dans une phase de décharge. Voilà. Donc on a des polarités à l'intérieur de nous. Ces polarités, ça correspond à nos besoins. Alors, on va voir aussi dans la première partie que c'est les polarités de l'âme et comment ça se constitue, tout ça. D'ailleurs, c'est des mots qu'on entend souvent, nos polarités, nos potentialités. Voilà, c'est ça. Et donc ces fameuses polarités, elles se traduisent au niveau de l'humain par des besoins. Voilà. Nos besoins, alors les plus connus, si on fait référence à la pyramide de Maslow, hein, c'est les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins affectifs, les besoins de réalisation, voilà. On a différents besoins, on a toute une palette de besoins, avec toute une palette de tonalités dans la gradation et dans la manière de satisfaire ces besoins pour chacun d'entre nous, ça nous est d'ailleurs très spécifique. Et finalement, tout le but de notre vie correspond à satisfaire sainement ses besoins. À partir du moment où on satisfait sainement un besoin, on va dire qu'on a une harmonisation de notre polarité, de la polarité concernée. Voilà. Et donc on va de vie en vie en essayant d'harmoniser ces polarités, c'est-à-dire qu'on va de vie en vie en essayant d'harmoniser au mieux nos besoins. Voilà, et c'est ce qui explique que souvent, quand il y a des gens qui font de l'hypnose régressive, etc., pour aller voir dans les vies antérieures, on voit qu'on hérite de choses qu'on n'a pas forcément su solutionner. Et c'est ça le karma. C'est ça le karma. C'est la mémoire de choses de polarités qui n'ont pas encore été solutionnées. Voilà. Donc finalement, ça reste assez simple. Ça reste assez simple. C'est comment harmoniser nos besoins. Sauf que le gros hic, hein, notre fonctionnement psycho-émotionnel, notre structure de personnalité est telle que finalement, nos besoins, nous, en tant qu'humains, on cherche à les combler et la plupart du temps, on comble le manque. On alimente le manque et on ne satisfait pas sainement le besoin. C'est ce qui fait que on a toujours plus ou moins des systèmes compensatoires qui peuvent devenir addictifs, mais qui vont être alcool, tabac, nourriture, jeux, sexe, sport, travail, etc. Et c'est naturel, ça fait partie de la condition humaine, de pouvoir s'extraire à un moment donné de cette condition humaine dès lors qu'elle devient trop dure. Donc tout ça c'est très naturel. Simplement, on passe nos vies à essayer d'apprendre à se défaire de ces conditionnements parce qu'à un moment donné, ils deviennent délétères pour nous, hein, soit au niveau du véhicule, soit au niveau de la machine, et puis on se bousille la santé. Donc same player shoot again, on recommence une autre fois, hein, parce qu'on n'aura toujours pas satisfait nos besoins. Donc, le but du jeu, quand on a une crise qui survient par rapport à un problème de vie, par rapport à un problème de santé, par rapport à un problème de deuil, par rapport à un problème amoureux, par rapport à un problème d'argent, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, quelque part où j'ai merdé parce que j'ai pas satisfait correctement mes besoins, ou je merde parce que je ne satisfais pas correctement mes besoins. Pardon. Et ça va être ça l'objectif. Donc, en ce sens, c'est assez simple. Satisfaire sainement ses besoins, c'est harmoniser ses polarités intrinsèques en tant qu'âme. Voilà. Le problème, c'est que comme on a mis tout un tas de barrières pour satisfaire ça, par rapport à l'ego, par rapport à des croyances, par rapport à des valeurs, par rapport à des systèmes compensatoires, dont on sait que c'est un rôle au départ d'apaisement, il faut démonter tout ça, détricoter tout ça, et puis arriver vers une satisfaction saine de nos besoins. Donc ça reste simple, sauf que c'est très 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 complexe. C'est très complexe parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, énormément, c'est un peu mon côté marseillais, là j'exagère, mais il y a quand même quelques facteurs qu'il faut connaître. Alors, ces facteurs, ils sont différents ordres. Bon, déjà, il y a la motivation au départ, c'est la crise, le niveau de la crise qui nous fait, cette crise qui va être, comme j'ai dit, une crise qui peut être physiologique ou une crise relationnelle, hein. Déjà le niveau de la crise, ce moment pivot où véritablement on va avoir la volonté d'avancer. Il y a aussi les résistances intrinsèques de l'ego. Plus on a attendu, plus on a bâti des systèmes de compensation, plus on a bâti des systèmes de valeurs, de croyances qui sont sophistiqués et qui sont au départ destinés à nous protéger, hein, à nous apaiser, à nous permettre de survivre. Plus ça va être compliqué, plus ça va être dur, plus il va falloir être conscient de ces systèmes.
Voilà. Ça, c'est le deuxième point. On a l'absence de validation consciente, puisqu'il arrive aussi qu'on soit dans le déni. Le déni, c'est non négligeable hein, dans les éléments de complexité. C'est un peu, il y a aussi un peu un syndrome de Stockholm, genre c'est comme ça finalement, oui je suis voué à ça, puis voilà. Donc ça c'est un autre point qui est majeur. Vous avez tout ce qui est de l'ordre des interférences, la complexité, identifier tout ce qui est de l'ordre des interférences, je dirais exogènes. Alors c'est-à-dire tout ce qui ne dépend pas directement de nous, mais qui va quand même dépendre de vous, parce que tout ce qui va être hérité par la génétique, bon, ça c'est une chose, tout ce qui va être hérité par la généalogie, bon la génétique c'est aussi par la généalogie, et toutes les histoires qui viennent des histoires de famille, les secrets, etc., dont on garde une empreinte, et c'est pas par hasard si on s'incarne dans une famille qui a telle et telle problématique. Donc, entre les problématiques transgénérationnelles ou intergénérationnelles qui deviennent des problématiques le cas échéant, génétiques, des problématiques qu'on va retrouver de toute façon au niveau de la mémoire cellulaire, entre les problématiques, je dirais, exogènes qui sont liées à tout ce qu'on appelle phénomène épigénétique, c'est-à-dire les contraintes de l'environnement direct, hein, alors, que ce soit l'environnement toxique d'un point de vue substance, d'un point de vue des endroits qui peuvent être toxiques, qui peuvent être chargés énergétiquement, des contraintes exogènes qui vont être liées à des personnalités toxiques, des personnes toxiques autour de nous, ou des énergies toxiques, hein, parce que dès lors que l'on découvre que l'univers c'est des énergies, qu'il y a des formes d'énergie qui s'appellent des humains, des formes d'énergie qui s'appellent des animaux, des végétaux, des minéraux, mais il y a peut-être aussi d'autres formes d'énergie, et là on va partir sur des choses ésotériques, hein, sans entrer dans le folklore de le diable, les fantômes, les Poltergeister, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, il y a des contraintes énergétiques externes, le cas échéant, qui vont être un frein à l'harmonisation de nos polarités. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez les temporalités. Là, c'est un élément, un facteur de complexité qui est énorme, puisque dans la démarche holistique, on apprend justement, ça c'est un des points forts de la méthode, c'est-à-dire on va s'attaquer aussi bien à la physiologie qu'au psycho-émotionnel, qu'à l'énergétique. Voilà, et ça c'est très important d'aborder les trois volets. Alors il y a un ordre, hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez mal, on commence par la physiologie, après on essaie de comprendre au niveau psycho-émotionnel ce qui a pu s'enquister, cristalliser d'un point de vue énergétique pour finir par devenir une maladie. Voilà. Donc, moi je dis toujours, hein, à un moment donné, il faut procéder par ordre. Donc d'abord la santé, ensuite on voit les mécanismes, on fait du nettoyage énergétique, et puis on continue à alterner entre ce qu'on va libérer d'un point de vue du logiciel, dans l'énergie, puis dans le corps. Et il faut pas faire les choses à l'envers. Vous avez des gens qui vont aller régulièrement voir une énergéticienne pour se faire nettoyer. Oui, mais s'ils changent pas les conditionnements psycho-émotionnels qui font qu'à un moment donné il y a des cristallisations énergétiques, ça continuera. Hein. Pardon, je dis toujours. C'est un petit peu comme celui qui passe l'aspirateur avec un gamin qui le suit à la trace en mangeant un gâteau sec. Hein. Il y a des choses, bon, voilà. Donc, c'est très important, cette démarche holistique, d'avoir une démarche globale et de faire les choses dans un certain ordre. Voilà. Maintenant, il faut comprendre aussi que il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que quand vous comprenez quelque chose, déjà quand vous soignez le corps, ou quand vous faites un nettoyage énergétique qui ne se traduit pas forcément dans la physiologie directement. Quand vous avez un déclic psycho-émotionnel, c'est pas forcément directement qu'il y a un nettoyage au niveau des mémoires cellulaires. Vous avez beau avoir un déclic, là aussi il y a une programmation au niveau neuronal qui n'est pas forcément immédiate. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des temporalités différentes. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça parce que sinon on abandonne très vite. On dirait oh, j'ai eu un déclic, je suis allé voir, je suis sorti de la séance avec, je sais pas, avec mon énergéticienne, avec un sophrologue, avec l'hypnothérapeute, j'ai vécu une séance extraordinaire, oui. Ah puis c'est retombé.
Et puis comme c'est retombé, je vais retomber dans des systèmes compensatoires. Donc du coup, je réalimente le bousin alors qu'il faudrait simplement rester en conscience, en se disant bon c'est retombé, mais voilà. À partir du moment où j'ai conscience des processus qui sont à l'œuvre, là encore, ça m'évite de commettre des erreurs et ça m'évite de revenir dans des schémas qui vont être délétères ou qui vont être antiproductifs par rapport au travail que je fais sur moi. Donc, comprendre les temporalités, c'est une chose. Un autre vecteur de complexité, c'est la nécessité d'avoir un nombre d'itérations important du processus d'introspection. Parce que vous allez avoir une compréhension, le cas échéant, des mécanismes psycho-émotionnels qui ont un impact énergétique, qui finissent par cristalliser et vous causer des soucis éventuellement au niveau physiologique. Tout ça, vous allez arriver à le comprendre, mais petit bout par petit bout. Vous allez arriver à maîtriser mieux vos émotions, vous allez arriver à comprendre qu'il y a des personnages au niveau de la structure égotique, que vous avez mis en place des structures qui correspondent à des rôles, à des personnages que vous aimez jouer, enfin que vous avez appris à jouer pour répondre à des situations, pour satisfaire des besoins de sauvegarde par moment. Donc, vous allez comprendre tout ça, mais par petit bout, si vous êtes amené à jouer le rôle de sauveur de manière récurrente, c'est pas à la première, c'est pas lorsque vous aurez compris que dans telle situation vous jouez le sauveur que forcément vous jouerez plus jamais le sauveur de votre vie. Non, ça va demander un certain nombre d'itérations, ça va demander un certain nombre de compréhensions. Vous allez sans doute, et c'est là où c'est important d'utiliser des outils comme la roue de l'éveil, vous allez pouvoir voir quels sont par le passé, votre parcours, vos potentiels, etc. Donc, tout ça, ça se fait pas en une fois. Il y a un grand nombre d'itérations du processus d'introspection, du processus de changement. Un autre élément de complexité, c'est de comprendre que il n'y a pas forcément le changement, il n'est pas forcément consécutif à l'introspection. C'est pas parce qu'on travaille sur soi et qu'on comprend plein de choses, qu'on a tout analysé, qu'on a tout compris que le changement va opérer. Tant que c'est pas vibré à l'intérieur, tant que tu vibres pas les choses, moi, comme je l'ai dit en introduction, je ne parle de choses que je connais. Moi, j'ai passé des années à avoir une analyse à froid parfaite. Et je dis ça, c'est vraiment toute humilité. Je pense que j'avais une compréhension parfaite des mécanismes, des processus. Et c'est normal, c'est mon métier d'auditer les processus. Donc j'avais une très bonne compréhension des processus qui étaient à l'œuvre, mais ça vibrait pas. Ça vibrait pas du tout à l'intérieur. Je comprenais que j'étais dans une compensation, je comprenais que j'étais dans un rôle, oui, moi je le ferai plus. Oui, je le ferai plus, puis quand se reproduisait une situation analogue, je retombais de pied dedans, voilà. Donc ce qui est important, c'est de vibrer le changement. Et ça demande N processus d'itération avec, un déclic qui se fait, mais c'est un peu comme si tu as un déclic qui doit se faire, mais sous différents angles. Et quand tu as fait à peu près le tour de la question, comme on dit, il arrive toujours un moment où tu te rends compte que, non, mais c'était pas ça. Enfin, oui, c'est ça, et en même temps, c'est pas ça. C'est-à-dire que la compréhension, c'est une chose, mais il y a ensuite l'intégration. Et l'intégration, c'est comment tu vas vibrer le truc. Voilà. Et comment tu vas vibrer le truc, c'est important, puisque là aussi, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on le regarde dans le détail. C'est comment on polarise tout ça et comment, du coup, on magnétise, comment on attire à soi d'autres situations, des situations qui vont être plus en miroir avec notre nouvelle configuration dès lors qu'on en aura vibré quelque chose de différent et qu'on aura pu passer à d'autres systèmes de fonctionnement, d'autres systèmes de compensation, d'autres croyances, etc. Voilà, dans la complexité, il y a aussi l'évaluation des risques. Souvent, on prend pas le temps d'évaluer le risque qu'on a à changer, c'est-à-dire ce bénéfice qu'on peut avoir à changer, parce qu'il y a des situations où on va pas pouvoir évoluer d'un coup, on va pas pouvoir changer d'un coup. On va devoir passer par des étapes. Voilà, là aussi, il faut être conscient, il faut évaluer. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. On ne change pas sa structure de personnalité. On ne tue pas l'ego. Non, on tuera jamais l'ego d'ailleurs. Il a un rôle de sauvegarde. On le dit pas assez. Voilà. Autre facteur d'accompagnement, dernier facteur de complexité, c'est l'accompagnement, justement. L'accompagnement, souvent, qui fait défaut. Il faut être bien accompagné,
dans une démarche de travail sur soi, une démarche d'introspection, une démarche de changement qui soit pérenne. Il faut savoir s'accompagner des bonnes personnes. Et ça, c'est pas une personne, c'est plusieurs personnes. Alors ça va être quelqu'un qui va jouer un rôle de coach. Moi, j'aime pas trop le mot parce qu'il est très galvaudé. Moi-même, je me définis comme facilitateur. Il y a d'autres gens qui vont être là, qui vont être des thérapeutes, qui vont avoir une vision globale. Un thérapeute qui a une vision holistique, il va être toujours plus efficace qu'un thérapeute qui va être très bon dans sa technique, mais qui n'aura pas forcément la vision. Ou alors, c'est à vous d'avoir le niveau de conscience suffisant pour aller voir telle ou telle personne en disant, bon, lui, c'est le bon technicien, je vais l'aider à me démerder le bousin à tel endroit et tel endroit. Puis ça s'arrête là. Mais dans l'accompagnement par rapport à la vision globale, ça c'est important d'être bien supporté, d'avoir quelqu'un sur lequel, une personne ou plusieurs personnes sur laquelle s'appuyer. Et c'est un petit peu l'ambition du bouquin. L'ambition du bouquin. Le bouquin, il a une vision très didactique, mais c'est un témoignage avant tout ce bouquin. Même si c'est pas forcément toujours formulé comme ça. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai mis dans ce bouquin, c'est quelque chose que j'ai éprouvé. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà. Moi, préfère travailler aussi en séminaire ou en conférence, parce qu'on prend une problématique, et puis voilà, on explique les tenants aboutissants. Moi, je peux expliquer la manière dont je vais aborder la problématique, parce que je crois que j'ai vu quand même pas mal de choses, comme pas mal de gens qui arrivent à mon âge, voilà, petite 59 ans, à l'heure où je vous parle. Mais voilà, on a tous expérimenté des choses, que ce soit dans nos relationnels, par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, par rapport à nos conjoints, par rapport à la maladie, par rapport à des addictions sous une forme ou sous une autre, par rapport aux relations sociales qu'on peut avoir. Voilà. Donc moi j'aime bien exposer la manière dont j'ai été confronté aux choses et comment j'ai pu utiliser tel ou tel outil pour les résoudre. Voilà, donc la complexité, tout ça c'est à la fois complexe, mais ça vient assez naturellement à partir du moment où on a conscience de tout ça. Le bouquin, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous présenter ces facteurs de complexité, parce que moi, et ce bouquin, c'est aussi un bouquin que j'aurais aimé avoir au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et c'est un peu le but du jeu, c'est vous faire gagner du temps, le cas échéant. Voilà. Alors, un des troisièmes thèmes qui me tenait à cœur dans cette démarche et dans ce livre, c'était un petit peu de poursuivre ce qui avait été entamé, en tout cas l'ambition du premier livre qui s'appelait La spiritualité démystifiée grâce à l'approche Méos, c'était de poursuivre cet effort de démystification par rapport à une spiritualité qui finalement est parfois lourde, et dont finalement on finit par être presque écœuré ou dégoûté, ou on finit par être déçu, et puis on finit par abandonner. Voilà, c'est un peu ça, parce qu'il y a tellement de poncifs aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux, vous avez tellement de gens qui vous balancent des citations en longueur de journée, des poncifs spirituels qui franchement finissent par vous gaver et vous rendent pas service. Et là, je voulais me battre un peu ça pour remettre la spiritualité au centre. C'est pour ça que je voulais aborder la question dans l'ouvrage d'abord par la métaphysique, en disant la spiritualité, c'est quoi? C'est que des pratiques, que des pratiques pour finalement faciliter le travail de l'usine énergétique que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est tout. Comment on facilite l'harmonisation de ces polarités, c'est tout. On est là que pour ça. Voilà. Et pour ça, il y a des pratiques. Voilà. Alors après, tous les concepts spirituels, tous les poncifs, là, donc moi personnellement, j'ai eu une overdose de tout ça, avec surtout sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup, quoi. Voilà. Et c'est vraiment antiproductif la plupart du temps. Moi, je suis arrivé à un moment donné où en me disant, mais heureusement que j'avais la métaphysique, parce que la foi, c'est vachement important. C'est de croire qu'effectivement, tout ça, il y a un vrai fondement derrière. Alors, ça peut paraître tout à fait paradoxal de parler de métaphysique, de lien, beaucoup d'ailleurs avec la physique quantique, pour dire voilà, mais en plus ma vision métaphysique à moi, qui est mon interprétation d'une école métaphysique, en plus elle est corroborée par des découvertes scientifiques, parce que ça a été très important dans ma démarche, la caution scientifique. C'est dire bon, voilà,
C'est pas que du blabla, etc., comme à l'église, ou comme à la synagogue, ou comme à la mosquée, ou comme au temple. Non, ça va au-delà. C'est un vrai fondement. Il y a aussi la science qui corrobore ça, à un moment donné. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé, la caution. Ça a vraiment permis pour moi d'asseoir la foi. Voilà. Donc après, par contre, il y a tout un folklore et toute une spiritualité, tout un langage, toute une logorée, tout ce New Age là qui fait beaucoup de mal. Alors, ça prend différentes formes. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque dès lors qu'on apprend, comme je l'ai dit déjà, d'un point de vue métaphysique, que nous sommes finalement dans un océan énergétique et nous sommes une manifestation d'énergie, nous en tant qu'êtres humains, si je reste sur un plan très générique, voilà, il y a d'autres formes énergétiques dans ce bain qui nous entoure, voilà. Alors, ça veut pas dire que, justement, que ce soit les anges, les défunts, les maîtres ascensionnés, tout ça. Oui, ce sont aussi des phénomènes énergétiques qui peuvent exister et qui peuvent, le cas échéant, aussi bien avoir des impacts positifs que négatifs sur nous. Donc tout ça, il y a une vision ésotérique qui a des fondements et qui existe. Maintenant, il faut arrêter avec tout ce folklore, quoi, parce qu'il y a un folklore, à un moment donné, qui est juste insupportable. Alors, il a un intérêt, ce folklore. Quand je vous dis il faut arrêter, c'est un peu excessif. Ce folklore a une utilité. Il a une utilité parce que la complexité de l'être humain, la complexité des processus métaphysiques qui sont à l'œuvre, et même des processus de physique, tout simplement, qui sont à l'œuvre, derrière, consécutivement, c'est tellement compliqué à un moment donné que ça dépasse l'esprit humain, l'entendement humain. Voilà. Un esprit humain n'est pas équipé pour pouvoir comprendre tout ça. Voilà. Même les gens qui cherchent autour de tout ça, même moi en tant qu'humble serviteur de la cause, j'ai une très très vague idée de comment fonctionne le truc. Et je vous la partage. Et il se trouve que c'est à peu près cohérent avec d'autres types qui cherchent et qui ont cherché depuis des années. Hein, c'est Platon, hein, on peut remonter loin. Hein. Donc des gens qui ont cherché, voilà, il y a une cohérence dans tout ça. Mais ça reste très loin, indéfiniment presque loin, je pourrais dire, d'une réalité. Donc le folklore, ça permet de rendre des concepts accessibles à des gens. Donc ça a une utilité. Mais attention, c'est parfois très difficile. Ça donne lieu parfois à toute une ribambelle de poncifs qui te tuent. Alors moi, ce genre de poncifs qui m'ont beaucoup, qui m'énervent, c'est par exemple, avant de pouvoir aime-toi toi-même avant de pouvoir être aimé de quelqu'un. Bon, voilà, ça te culpabilise au possible, ça te tue, quoi. Je rencontrerai jamais personne, puisque là, je suis face à ma problématique qui fait que, oui, effectivement, j'ai du mal à m'aimer avec ce que je traîne, quoi, voilà. Donc, et c'est juste une stupidité sans nom. C'est juste pas représentatif de ce qui se passe vraiment, puisque on évolue que en confrontation avec les autres. On n'évolue qu'avec les autres. On ne peut pas évoluer tout seul. Donc oui, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera mal ou que tu aimeras mal ou qui va te faire du mal, mais qui t'aidera à évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas vrai. Tu rester tout seul dans ton coin comme un ermite sans être aimé, ça n'existe pas. Sauf si tu le veux vraiment, sauf si t'en es convaincu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. T'en as des. Si tu vibres haut, rien peut t'arriver. Pareil, connerie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une méconnaissance, une mécompréhension totale des mécanismes qui sont à l'œuvre qui font que ces poncifs-là, ça peut être vraiment déstabilisant, ça peut vraiment être démotivant. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux là-dedans, et c'est pour ça que je voulais démonter un petit peu toutes ces visions spirituelles là. Tout ce folklore, c'est pareil, on te dit l'âme veut ceci, l'âme veut cela. Copains, l'âme, c'est un phénomène énergétique. Un phénomène énergétique, ça veut rien sinon se dissiper. Se dissiper, ça veut dire harmoniser ses polarités. Voilà, c'est tout. Donc l'âme, l'anthropomorphisme à outrance, c'est pareil.
Je veux bien qu'il y ait une utilité pédagogique à un moment donné pour dire que, effectivement, là, dans le cadre d'un phénomène d'harmonisation des polarités, l'âme veut ceci. Oui, l'âme veut effectivement expérimenter quelque chose qui soit plus en concordance plutôt qu'un phénomène qui va permettre d'intensifier la polarité et donc de la laisser différencier, ça c'est sûr. L'âme, elle veut plutôt ça. Mais attention à ce qu'on dit. Et là encore, il n'y a que quand on a une bonne compréhension de tous les mécanismes qui sont à l'œuvre qu'on peut avoir le discernement suffisant pour pouvoir entendre ces discours sans être forcément déçu ou sans être dans l'attente. Voilà, c'est pareil. Tiens, faut pas être dans l'attente. Ah, du con, excusez-moi. Hein. On est humain, on est forcément dans l'attente. Quand tu attends depuis des années parce que tu t'es battu comme un lion, et puis même quand tu as cheminé longtemps, parce qu'il y a des tas de gens, moi la méthode s'adresse quand même beaucoup à des gens qui ont cheminé, et des gens qui ont été déçus, parce qu'ils ont l'impression d'avoir bossé sur eux pendant des années, et que ça n'a pas obtenu, ne pas avoir obtenu de résultats. Et j'ai une vraie pensée pour eux parce que c'est mon cheminement. Voilà, donc naturellement, ceux qui entament un cheminement, ça va être un peu plus facile pour eux parce que si, par exemple, ils lisent ce bouquin, ou qui sont interpellés, ou qu'on en discute, ou qui tombent sur ces vidéos, ils n'auront pas ce poids-là d'avoir subi des injonctions, des poncifs, etc., qui étaient contre-productifs et qui étaient, le cas échéant, quand t'es pas outillé pour comprendre, ça peut poser un problème, voilà. Donc voilà, cette anthropomorphisation pareil, l'univers, on comprend pas trop, oui, l'univers veut ceci, l'univers veut cela, quand tu as, c'est par rapport aux synchronicités, quand deux êtres doivent se rencontrer, l'univers conspire pour qu'ils se rencontrent. Et non, ça reste deux phénomènes énergétiques et à un moment donné, il y en a un qui va avoir une résistance plus forte que l'autre, et à un moment donné, par magnétisme, par résonance électromagnétique, on va dire, ils vont finir par se rencontrer, mais l'univers, il veut rien sinon. Voilà. Donc voilà, c'était... je voulais mettre un point d'honneur justement à démystifier tous ces concepts spirituels du New Age pour dire que finalement on est dans quelque chose, oui, qui a du sens, c'est-à-dire je ne renie rien du tout de concepts un peu ésotériques, etc., mais je les replace dans un contexte. Je veux éviter les mécompréhensions, les mésententes, les déceptions, etc., parce que, je le répète, ce qui est important, c'est la volonté, c'est la foi. Et c'est ce qui nous permet de ne pas abandonner, parce que c'est pas simple, et parce que c'est long, et parce que c'est de la discipline, parce que ça demande du travail, ça demande de la patience, et que on a vite fait, parce qu'on n'est que des humains, on a vite fait d'enrayer le processus vertueux dans lequel on peut s'engager, en étant découragé par des éléments extérieurs de cet ordre-là, de l'ordre d'une spiritualité qui est mal comprise ou qui est utilisée de manière à instrumentaliser les foules. Ça existe aussi. Voilà. Alors oui, la roue de l'éveil, la roue de l'éveil c'est l'outil phare de la méthode, c'est celui que j'utilise moi toujours, c'est celui qui va nous servir véritablement à diriger ce travail d'introspection. MEOS, ça veut dire méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. L'observation de soi, c'est ça, c'est être conscient des processus qui sont à l'œuvre en permanence pour pouvoir mieux les maîtriser, mieux s'y adapter. Donc, l'outil roue de l'éveil, il est là pour ça, il est là pour essayer que des pratiques comme l'écoute du corps, comme l'expression de ses émotions, le fait de pouvoir nommer ses émotions pour pouvoir les transmuter, pour que les personnages que l'on joue soient de plus en plus reconnus par nous, de manière à pouvoir les contrer, de pouvoir se rendre compte de ceux qui sont utiles, de ceux qui ne sont plus utiles, de pouvoir revenir à l'écoute de l'enfant intérieur, c'est-à-dire revenir à l'écoute de deux choses, de par ces traumas du passé que l'enfant a refoulés, il a dû être contraint de refouler, grâce à l'ego qui l'a protégé, parce qu'il y a des choses qui étaient trop dures à garder, et puis la part d'éveillement, la part d'insouciance, la part de légèreté de l'enfant intérieur à laquelle on a du mal à revenir. Voilà, la roue de l'éveil, elle permet ça. La roue de l'éveil, elle va permettre d'accélérer le travail de transmutation.
Alors la transmutation, là aussi, c'est un terme qui est souvent galvaudé. Transmuter, ça veut dire alchimiser, quelque part. Ça veut dire dissoudre. Dissoudre quoi? Dissoudre des compensations, dissoudre des conditionnements, des mécanismes réactionnels qui sont délétères et qui entretiennent, on va dire, des traumas. Voilà. Donc, comment on transmute? Qu'est-ce qu'on transmute? On transmute nos émotions, parce que les émotions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été mises à jour, qui n'ont pas été nommées, qui n'ont pas été vécues, hein, une émotion, c'est là encore un phénomène énergétique. Une émotion, c'est une phase de charge et une phase de décharge. Si on n'écoute pas nos émotions, c'est-à-dire si on ne les laisse pas s'évacuer, à un moment donné, elles vont créer d'un point de vue énergétique des nœuds, elles vont cristalliser, et elles vont nous causer des soucis. Qui plus est, elles peuvent être refoulées. Il va y avoir des croyances qui vont être bâties là-dessus et on va construire comme ça tous nos systèmes réactionnels, tous nos systèmes compensatoires, tous nos systèmes de conditionnement. Donc c'est très important d'écouter ces émotions, c'est très important de les nommer, c'est très important de les laisser, de les vivre, de les laisser se dissiper. Voilà. Donc la transmutation, c'est ça, la transmutation de nos émotions. La transmutation, ça se fait par plein de choses. La transmutation, ça peut se faire par le corps, simplement, par des exercices qui consistent à se laisser habiter par ces émotions, de les laisser monter, de les vivre pleinement par le corps. La transmutation, ça peut se faire aussi par la créativité. La créativité a un pouvoir de sublimation. Caché. La transmutation, ça peut se faire aussi par la sexualité. Hein, de maîtriser cette énergie sexuelle pour alors arriver à en faire quelque chose de créatif. Voilà, la transmutation, voilà, il y a N volets, voilà, là encore, le bouquin apporte la question de manière précise, et donc la roue de l'éveil va nous conduire à nous permettre de transmuter ça, et c'est ça l'intégration, c'est là où on va arriver véritablement au changement. Donc dans la roue de l'éveil, l'observation de soi, c'est l'écoute du corps, l'écoute des émotions, l'écoute des personnages qui sont à l'œuvre, l'écoute de l'enfant intérieur. La deuxième phase de la roue de l'éveil, quand on la met en œuvre, hein, on explique là encore dans le bouquin, c'est dès lors que survient un état de mal-être, quelque chose, un événement des ruminations, etc., on prend un temps d'observation et on essaie de regarder qu'est-ce qui déclenche tout ça, et on se met en posture véritablement d'identification, donc des problématiques physiologiques, psycho-émotionnelles, émotionnelles, etc. On va passer ensuite une phase d'analyse pour essayer d'aller, puisque je l'ai dit en préambule, notre raison d'être, c'est la satisfaction de nos besoins. Donc, quel est le besoin à l'œuvre? Et là, il y a un gros travail dans la phase d'analyse de la roue de l'éveil, c'est d'identifier nos besoins, identifier nos manques. Quand est-ce qu'on alimente nos manques? Quand est-ce qu'on satisfait nos besoins? Voilà, un vrai travail sur l'aspect effet miroir, puisque, bon, je l'ai dit, on évolue que en relation par rapport aux autres. Hein. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce proverbe touareg qui dit « Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. » C'est ça la vie, c'est ça nos vies. Dans l'analyse, c'est aussi de regarder un coup d'œil dans le rétro, hein, regarder nos parcours, voir quels ont été les schémas répétitifs. C'est regarder aussi nos potentialités avec toutes les cartographies humaines à notre disposition. Moi, j'appelle cartographie humaine le thème astral, le profil hologénétique, les thèmes numérologiques, le profil sur les clés génétiques, voilà. Tout ça, ce sont des ressources, éventuellement des potentiels dissimulés qu'il est intéressant d'aller regarder. Donc la roue de l'éveil, dans la phase d'analyse, elle nous permet de faire ça. En complément de la phase d'observation, la phase d'écoute, et ensuite la phase d'intégration. C'est là où véritablement on va accepter, on va comprendre qu'est-ce que c'est que l'acceptation, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise. Ça, c'est vraiment très important. Et là, il y a, je crois, les éléments entre l'acceptation et le lâcher-prise, les éléments clés de l'intégration. À partir du moment où on comprend réellement et où on accepte réellement ce qui est, c'est quand on accepte ce qui est, mais on accepte aussi les conséquences, hein, de ce qui est. C'est-à-dire que c'est pas juste bon de dire oui, j'accepte, ou bien pareil pour le pardon. Comprendre ce qu'est le pardon. Ça aussi, c'est très important dans la méthode, comprendre ce qu'est le pardon.
C'est un grand mot, le pardon. Le pardon, c'est juste comprendre que finalement, celui qui réagit d'une manière qui nous est défavorable réagit parce que lui-même, il a eu peur. Et qu'on fonctionne toujours comme ça en réactionnel, à un moment donné. La plupart du temps. On réagit par peur. Hein, même la colère, c'est une peur de ne pas pouvoir agir. La tristesse, c'est une peur de ne pas pouvoir retrouver ce que l'on a perdu. Voilà, si on reste sur les 4 émotions clés, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Voilà. Donc le pardon, voilà, l'acceptation. Le lâcher-prise, c'est quoi le vrai lâcher-prise? C'est-à-dire ne plus être dans le réactionnel. Ne plus prêter le flanc à réagir via nos systèmes de perception avec les conditionnements que nous avons appris, parce que nos conditionnements sont directement branchés sur nos perceptions. Hein. C'est le fameux truc, quand tu achètes une voiture rouge, tu vois que plus que des voitures rouges. Hein. Le même modèle, de la même couleur. Voilà. Donc comment on se déconnecte de nos perceptions purement égotiques, je dirais, réactionnelles, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus quelque chose de vibratoire. Voilà, c'est ça le vrai lâcher prise. Voilà. Après, on a l'alignement. L'alignement, c'est pratiquer l'alignement, c'est en gros aligner ses croyances, ses pensées, ses actions. Mettre les bonnes intentions derrière tout ça. Et puis, voilà, dans la dernière phase de la roue, et tout ce qui concourt à l'action, c'est-à-dire maintenir le plus possible une action dans l'instant présent, avec de la gratitude, en appliquant des principes comme les principes des accords Toltec, et puis en posant des actions qui soient cohérentes, qui soient alignées, même de petites actions au quotidien, en permanence, de pouvoir toujours rester plus ou moins dans le chemin, toujours avec en ligne de mire notre objectif qui est globalement le même toujours, à savoir répondre à la satisfaction saine de nos besoins. Donc en cela, la roue de l'éveil reste, je dirais, l'outil, la boussole qui nous permet de cheminer avec clarté vers l'objectif. Alors oui, le bonheur est possible. Hein. Ah oui, oui, le bonheur est possible. Alors, faut pas confondre. C'est aussi ce que l'on voit dans la méthode. Hein. Le plus souvent, les gens confondent plaisir immédiat et bonheur. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Il peut y avoir les plaisirs immédiats peuvent concourir au bonheur, mais le bonheur c'est quelque chose de pérenne. C'est normalement, même s'il est impermanent par définition. Mais globalement, on est plutôt heureux dans sa vie. Ça ne veut pas dire que tous les jours on est heureux. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes plutôt heureux dans votre vie parce que vous avez une multiplicité de bonheur immédiat? Est-ce que le type qui est finalement, qui vit tous les jours parce que il se murge, il picole comme un, et puis qu'il est content, oui, bah il est globalement heureux dans sa vie, mais je peux vous assurer que les matins quand il se réveille, il n'est pas forcément heureux. Hein. Voilà, donc il y a un vrai travail là-dessus, le bonheur. Trouver une définition du bonheur, donc moi j'ai pas cherché à en inventer une, hein. Moi j'utilise la définition du bonheur d'Alexandre Jolien, le philosophe, et celle-ci qui est déclinée dans Méos, sachant que le bonheur il a deux composantes, hein, une composante psycho-émotionnelle et une composante physiologique. En gros le bonheur c'est quand je vais bien dans ma tête, quand je me sens bien, aussi dans mon corps, voilà. Et donc la définition psycho-émotionnelle, moi que j'aime beaucoup, c'est d'Alexandre Jolien, c'est le bonheur, c'est faire ce que j'aime, avec des gens que j'aime, dans un environnement que j'aime, et en étant moi-même. Voilà. Eh bien, on peut garder cette définition du bonheur quand on fait un travail sur soi, quand on fait un travail d'introspection. Je pense que faire ce que j'aime, c'est trouver du sens à sa vie, finalement. Et ça, c'est le plus important. Et quand tu fais ce que t'aimes, finalement, ben, on le voit tous les gens qui sont artistes, alors, bah, c'est la fameuse phrase de la comédienne qui veut mourir sur scène. Ben oui, c'est ça, parce que c'est tellement, ils s'éclatent tellement dans leur taf qu'ils n'ont pas envie de prendre leur retraite, ces gens-là. Mais c'est un peu ça. Faire ce que tu aimes dans la vie, c'est la meilleure manière d'être heureux. Avec quelqu'un que j'aime, ben évidemment qu'on est là, on est des êtres humains et ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Besoin d'appartenance, besoin d'amour, être aimé. Aimer et être aimé. Hein, un amour sain, pas un amour fait de dépendance, etc. Mais on est tous dépendants quand même de la satisfaction de ce besoin. Hein. Là aussi, les fameux poncifs. Faut pas être dans la dépendance affective.
excusez-moi, mais on est tous dépendants quand même de la satisfaction de notre besoin affectif. Donc on a tous besoin d'être aimés et on a tous besoin d'aimer. Voilà, donc deuxième vecteur, faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime. Voilà. Avec quelqu'un que j'aime, quand je fais ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, il y a aussi de fortes chances que je puisse partager ma passion. Moi, personnellement, ça me parle complètement. Moi, je peux pas imaginer d'être avec une personne avec laquelle je pourrais pas partager ma passion. Ma passion pour ce que je fais là, en l'occurrence. Voilà. Dans un environnement que j'aime, mais l'environnement, il est vraiment important. L'environnement, ça concourt aussi aux besoins d'esthétisme. Être bien, là, se sentir bien, c'est même énergétique. Vous avez des lieux qui énergétiquement vont être plus favorables que d'autres. Hein. Ça c'est sûr qu'on est plus heureux dans une belle villa au bord de la mer ou dans un bel immeuble haussmannien à Neuilly que dans un H&M pourri dans une banlieue. Hein. C'est la vérité absolue. Donc l'environnement, il est important. Voilà. Et maintenant, un environnement, ça peut être une petite maison de campagne très isolée pour certains, au milieu de la nature, ça va être l'excellence en termes de beauté, en termes de bien-être. Voilà. Chacun va y trouver son compte. Mais donc, dans un environnement que j'aime, c'est important. Et en étant moi-même, là, il faut préciser les choses, en étant moi-même, en étant conscience de ce que je suis, de là où j'en suis. Voilà, moi en tout cas c'est la lecture que j'en fais, en étant moi-même, c'est-à-dire je suis conscient de qui je suis conscient de comment je fonctionne, je suis conscient de là où je veux aller, je suis conscient de là d'où je viens, et je pense que je suis à peu près cohérent et aligné. Voilà, donc quand j'en suis là, ça ne veut pas dire que j'ai tout résolu, hein. Conscient de ce que je suis, ça va être aussi je suis conscient de mes manques, le cas échéant. Je suis conscient encore du chemin qui reste à parcourir. Je suis conscient encore de mes blocages. Je suis conscient de là où j'alimente le manque alors que je devrais satisfaire le besoin. Mais je suis conscient et je suis aligné et j'essaie d'avancer. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le bonheur. Faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime et en étant moi-même. Voilà. Et en faisant gaffe à la machine, hein, parce qu'on n'est pas immortel non plus, hein, même si on va revenir hein, sous une autre forme. Mais là, en attendant, prenons ce qui est à prendre maintenant, hein, faisons le job qui est à faire là, maintenant. Voilà. Donc c'est ça la mission de vie. Là aussi, on te parle de bonheur, de mission de... Mais ta mission de vie, c'est juste d'aller dans le sens de la satisfaction de tes besoins, quoi. Donc, cherche pas une mission de vie par rapport à un moment donné. On a vu beaucoup ça après le Covid. Tous les gens qui voulaient changer, alors tout le monde voulait devenir thérapeute, tout le monde voulait aider le monde, tout le monde voulait aider les gens à se révéler, à se réaliser, etc. Tout le monde ne va pas devenir thérapeute, tout le monde ne va pas devenir guide spirituel, tout le monde ne va pas venir accompagnant. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que sinon, d'ailleurs, si tout le monde était dans ce cas-là, ça pourrait pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont subi des désillusions, qui ont abandonné leur taf, et qui se sont retrouvés au chômage, qui se sont retrouvés un peu dans la panade, un peu perdus, voilà. Donc non. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à cette mission de vie, donc qui est simplement, je rappelle, satisfaire ses besoins, se donner une ligne directrice, ses critères du bonheur, voilà. Et pour ça, il y a la méthode, et pour ça, il y a une compréhension de comment on fonctionne, pour ça, il y a la compréhension de notre écosystème, et puis c'est comme ça qu'on arrive à bâtir la voie, et puis à avancer un petit peu. Le bonheur, finalement, c'est donc beaucoup plus de mieux-être, beaucoup plus de moments de mieux-être, et c'est un peu ça hein, l'objectif de Méos, hein, c'est d'aller vers le mieux-être. Hein. Le bien-être permanent, je crois que c'est quand même un peu illusoire. Des plages de bien-être ou globalement une démarche de mieux-être, c'est un peu ça, parce que forcément, oui, c'est long, forcément, ça va demander de la discipline, le travail sur soi. Forcément, ça demande de la patience. Oui, forcément, c'est compliqué. J'aime beaucoup la phrase de Scott Peck dans Le chemin le moins fréquenté, qui est « La vie est difficile ». Mais oui, la vie est difficile, et c'est parce qu'on pense qu'elle devrait être facile qu'on souffre. Mais la vie est compliquée, et je vous l'ai dit, je reviens à la définition de base. On est un système énergétique. On n'est qu'un système énergétique, une énergie qui demande à se dissiper.
Et donc c'est forcément que toutes les formes de vie ne sont que l'expression de formes d'énergie qui ont à s'exprimer. Donc c'est forcément de la difficulté, c'est forcément des énergies qui cherchent à se dissiper, qui cherchent un chemin pour se dissiper. Voilà, donc c'est forcément compliqué et on en est tous là. Vous savez, on est malheureusement dans un siècle où avec les réseaux sociaux, les gens publient les images d'eux qui sont les images les plus belles. Ils publient les plus belles assiettes quand ils sont au restaurant, mais tu vois pas les restes qu'ils mangent, tu vois pas les plats familiaux qu'ils font la plupart du temps. Tu vois leurs belles figures, tu vois des nanas qui sont super apprêtées. Et ça aussi, moi je mets un point d'honneur à être purement dans le côté pédagogie. Attendez les gars, j'arrive, je vous explique quelques trucs, et je fais ça en marge de gens qui, finalement, pour moi, j'ai du mal avec ces gens qui montrent une image d'eux. Je suis désolé, mais aujourd'hui, l'image de la femme à la fin du patriarcat, c'est pas une nana qui se montre en nuisette pour montrer ses talents d'accompagnatrice sur les chemins de l'éveil. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est le vieux schéma. Ça, c'est aller dans le sens des vieux schémas du patriarcat où on a une image de la femme totalement dévalorisée. Et celles qui font ça, pour moi, elles rendent pas service à la cause de la femme, justement, qui a bien besoin d'être restaurée, et on n'a plus que jamais besoin, même au-delà, d'aller vers une réconciliation des genres. Ça, c'est un peu mon dada, hein. C'est-à-dire, ça, c'est ma démarche globale, c'est de dire que plutôt d'entretenir, même en spiritualité, c'est pareil. Vous voyez beaucoup les cercles de femmes, etc. Oui, mais c'est très bien, parce qu'il faut effectivement restaurer. Que la femme retrouve sa place, retrouve une place équilibrée dans un monde fait de yin et de yang, d'équilibre du masculin et du féminin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur dans la société, etc. Bon, et à ce titre, moi, je veux pas faire des séminaires qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie que les gens, ils échangent. J'ai envie que, oui, t'es une femme, t'es un homme, qu'est-ce qui nous sépare? C'est la physiologie qui nous sépare, c'est la seule chose. C'est au niveau génital que ça nous sépare. Tout le reste, on est exactement pareil. Voilà. Donc maintenant, la seule chose qui nous sépare, c'est le génital. La meilleure manière de mieux se comprendre, c'est d'en parler. Voilà. Comprendre pourquoi, d'un point de vue génital, on a un système hormonal qui va être différent et on va avoir des réactions qui vont être différentes, mais qui sont largement appuyées par des comportements sociologiques. Hein. D'ailleurs, on sort d'une période de patriarcat intense, mais il y a eu par l'histoire des périodes de matriarcat intense aussi, qui ont fait leurs dégâts en leur temps. Voilà. Bon. C'est de voir qu'il y a un éternel recommencement de tout. Voilà. Ça, c'est un peu la vision globale, la vision du macrocosme, qui est la mienne. Hein. Bon, donc voilà. Donc finalement, ça va être long. Si je résume, ça va être long, ça va être difficile, ça va être compliqué. Il va falloir être patient. La vie, c'est que finalement, quand même, un petit peu de la difficulté et des épisodes de souffrance, mais globalement, c'est vachement beau. Globalement, ce qui est beau aussi, ce qui moi m'anime, c'est de partager, c'est de se rendre compte que finalement, les mécanismes, ils sont simples. On n'est pas là pour subir. On n'est pas obligé de subir. Hein. Même en spiritualité, quand tu pardonnes, je te pardonne, je reviens sur cette thématique, je te pardonne, c'est-à-dire je comprends que si tu agis comme un con, si tu agis vraiment comme une grosse merde, si tu agis vraiment de manière abjecte à mon encontre, c'est parce que quelque part, tu as une peur. Tu as une peur bleue de plus pouvoir exister, tu as une peur bleue de perdre des choses parce que ça fait écho à ton parcours, etc. Donc je comprends ça, donc je te pardonne, ça veut dire je comprends ça, mais garçon, je suis pas obligé de subir. Ah non, je suis pas obligé de subir. J'ai compris d'où tu parles, j'ai compris d'où tu me dis cette saloperie, j'ai compris d'où tu me fais cette saleté, mais je suis pas obligé de te subir. Voilà. C'est ça, comprendre les mécanismes aussi qui sont à l'œuvre dans le psycho-émotionnel, dans l'écosystème, et qui tiennent lieu finalement, qui ne sont que là. Les conséquences ou la manifestation de comportements purement énergétiques qui s'expliquent d'un point de vue métaphysique. On va revenir, je vais vous revendre mon idée. Mais voilà, moi c'est ce qui m'anime, c'est de partager. Donc tout ça c'est très compliqué, mais en même temps c'est super simple. En même temps ces mécanismes, quand on les comprend, on explique tout, on relativise, on prend de la hauteur, et puis c'est de là aussi que vient le bien-être. Prendre de la hauteur, comprendre, intégrer, relativiser, ça se fait naturellement à partir du moment où on va
on va avoir une certaine, il va y avoir des évidences, mais ça vient finalement de ce que l'on a pu appréhender par rapport à notre écosystème, de la manière dont on a pu comprendre comment tout ça fonctionne. Voilà. Bon, j'ai nullement l'envie de convaincre qui que ce soit. Par contre, j'ai une farouche envie de partager tout ça, j'ai une farouche envie d'échanger avec qui le veut sur tous ces sujets. Et voilà, et c'est l'ambition de mes hôtes, c'est la démarche qui m'anime, elle est philanthropique. Alors parfois, la démarche philanthropique, c'est pareil, hein, c'est très décrié, c'est quoi une démarche philanthropique? Bah, c'est juste simplement quoi? Moi, j'ai pas besoin, comme je l'affiche, je suis facilitateur en démarche d'éveil, c'est-à-dire j'essaie de partager ma compréhension des choses. Comme j'ai fait le chemin avant un certain nombre d'entre vous, bah, je peux me permettre de donner des clés, je peux me permettre d'expliquer des fonctionnements, je peux me permettre de guider les gens vers des solutions, vers des thérapies, vers des outils, etc. Je ne suis pas thérapeute, mais voilà, je peux me permettre d'expliquer, de donner, de partager. Voilà, c'est ça qui m'anime, c'est pas le côté égotique. Donc c'est ça, une démarche philanthropique pour moi. J'ai pas besoin de bouffer, puisque je le fais de manière bénévole, c'est ma passion. Voilà. Donc j'ai une activité à côté. Donc de ce fait-là, c'est facile pour moi d'être philanthrope. C'est facile pour moi aussi, peut-être, parce que c'est une manière pour moi de rendre ce que j'ai pu avoir parfois. D'un point de vue thérapeutique, j'ai pu bénéficier de choses parfois vraiment dont je suis très reconnaissant, que ce soit à la société ou aux gens qui m'ont permis d'en bénéficier. Donc, ben, je donne ma pierre, je contribue, je mets ma pierre à l'édifice. Et donc c'est pour ça que je reste dans une démarche philanthropique. Alors après, c'est mal compris, hein. Tu files un truc gratuit, t'es suspect. Tu fais pas payer de droits d'auteur sur tes ouvrages. Pareil, t'es suspect. Ben oui, mais mes ouvrages, si je veux que ce soit sous une belle qualité, puisqu'il y a beaucoup d'infographie, puisque moi je viens de là, c'est un travail beaucoup pour les visuels aussi. Et alors, les mécanismes, je fais pas que les expliquer dans le livre, je les modélise, j'en fais des infographies que je partage aussi gratuitement sur mon site, meos.fr. Donc voilà, donc le fait de partager tout cela gratuitement, parfois c'est suspect. Bah non, c'est pas tant pis pour toi si tu trouves que c'est suspect, c'est juste que j'ai envie de partager, et voilà. Pas de droit d'auteur sur le bouquin, c'est pareil, c'est pour revenir à la question, comme aujourd'hui éditer un bouquin c'est cher, moi je voulais un bouquin qui soit de qualité, avec des images en couleur, etc. Donc si je devais prendre des droits d'auteur en plus, ça serait encore plus cher. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je prends pas de... Mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui te disent oui, mais enfin bon, tu es philanthrope, mais bon, tu profites quand même de ceci ou de ça. Bah non, mais attends, je suis philanthrope, mais je suis pas, je vais pas donner ma chemise non plus, hein, tu vois. Si je fais des séminaires, par exemple, je suis invité par quand je les fais, si je le fais seul, c'est une chose. J'ai des ressources, c'est que j'ai des ressources qui vont être à disposition, qui vont m'être proposées gratuitement. Et si je le partage avec un thérapeute qui m'invite dans le cadre de ce séminaire, eh bien, je suis par définition invité, voilà. Mais je ne prends aucun bénéfice sur l'organisation du séminaire, aucun. Voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas le but du jeu. Maintenant, faut pas que ça m'en coûte non plus, parce que sinon, c'est pas le but du jeu, je veux pas perdre ma chemise non plus. Voilà, donc les gens comprennent pas ce que c'est qu'une démarche philanthropique, voilà, c'est ça. Alors si vous voulez simplement avoir une idée donc de ce que c'est que la méthodologie, de ce que sont les domaines de la métaphysique, de l'écosystème humain, du fonctionnement psycho-émotionnel, de ce que sont que les thérapies, en termes d'outils, comment elles peuvent soutenir une démarche d'éveil, ce qu'est une démarche d'éveil, ce qu'est une démarche d'évolution personnelle, combien ça peut être heureux, comment ça peut nous amener au bonheur et comment définir son bonheur, je vous invite à lire cet ouvrage, La métaphysique du changement, ou comment en finir avec l'errance spirituelle et thérapeutique. Voilà.